Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités, en ce dimanche soir, Tuliar sera traité comme les autres chefs-lieux de province en matière d'infrastructure. Cette ville a sa place particulière et reste la fierté de la population de la région Antimandjé, car le président Ange Raduel a inauguré hier le boulevard de Kiembe, une digue de 5 km à peu près protégeant la Mahavat et de Kiembe de la montée des eaux. Ce sera un lieu de promenade pour la population, aussi une route qui reliera le port directement à la RN7, non loin de l'aéroport. C'est dans une immense joie que les habitants de Tuliar ont inauguré cette infrastructure avec le couple présidentiel hier. Reportage de Judikel Ranjenirin et Andrew Khazanjay. Voici à quoi ressemble désormais le boulevard Kiembe. Ceux qui viennent d'arriver à Tuliar restent bouche bée devant ces nouvelles et vastes infrastructures. Pour ceux qui ont connu l'ancienne route et les installations d'auparavant, la réalisation du boulevard Kiembe, le changement est tout simplement incroyable. Il y avait ici, il n'y a pas si longtemps, de l'eau stagnante, de la boue et des chemins impraticables. Faute de canaux d'évacuation, l'eau montait sans cesse, surtout après la pluie. Aujourd'hui, le site a été entièrement aménagé et le président Ange Raduel l'a officiellement baptisé boulevard Kiembe. Ce lieu a totalement changé de forme et est maintenant très fréquenté. Il est la fierté de toute la ville de Tuliar. Lors d'une grande cérémonie officielle, le président Ange Raduel n'a procédé à l'inauguration des infrastructures en présence de la population de Tuliar. Mais les travaux d'aménagement ne s'arrêteront pas là. La réhabilitation des routes dans la capitale du Sud, Tuliar, reste une priorité. La construction des routes sera facilitée par l'installation de sources d'énergie renouvelables. La tournée du couple présidentiel dans la région Antimandjé s'est achevée par cette cérémonie d'inauguration officielle du boulevard Kiembe. Parlons sport à présent à l'international. Le ministre malgache de la Jeunesse et des Sports, Marsan Moustapha Abdullah, a participé à la 40e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays de la francophonie qui s'est tenue à Rabat au Maroc du 13 au 16 mai 2025. Plusieurs rencontres ont eu lieu durant cet événement dans le but d'améliorer le secteur sportif à Madagascar. La politique sportive du président Ange Raduel a fait du sport un levier de cohésion sociale, un outil d'épanouissement pour les jeunes ainsi qu'un vecteur de la promotion de Madagascar à l'international. Felna Rakutarsoul nous en dit plus. Le sport est appelé à devenir un pilier du développement et de la transformation de la jeunesse malgache, tout en renforçant la présence de Madagascar sur la scène internationale. En ce sens, plusieurs rencontres ont été tenues par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marsan Moustapha Abdullah, durant la 40e conférence des ministres francophones à Rabat au Maroc du 13 au 16 mai 2025. Par ailleurs, une réunion à Paris avec Marie-Philippe, directrice de cabinet au sein du ministère délégué chargé de la francophonie, a permis d'échanger sur plusieurs points, notamment la facilitation de l'obtention de visas talents pour les jeunes talents malgaches, le soutien aux jeunes entrepreneurs et la valorisation de la réussite des JOI 2023 organisés par Madagascar. Le ministre a également rencontré Philippe Diallo, président de la Fédération française de football. Leur discussion a porté sur la formation de techniciens arbitres et dirigeants malgaches à un niveau élevé et la mise en place de compétitions et d'échanges de jeunes joueurs entre clubs français et malagasy. Enfin, le ministre a eu une entrevue avec Fouzi Lekdja, président de la Fédération royale marocaine de football et vice-président de la CAF. Les deux parties ont discuté de l'obtention de l'homologation du stade Barriam à Massen et l'appui pour la construction d'infrastructures sportives majeures à Antananarivo. Dans la page sociale, les efforts déployés par l'État et les employeurs pour mettre en place une politique de sécurité et de santé au travail sont désormais palpables. Une politique nationale en la matière a été élaborée avec la participation de tous les acteurs concernés au cours d'un atelier de 4 jours à Anous qui a débuté le 13 mai dernier. L'objectif est d'assurer à tous les travailleurs des conditions de travail décentes dans un environnement sécurisé. Reportage de Felna Rakutarsoul. Chaque année, 2,9 millions de travailleurs perdent la vie dans le monde dans le cadre de leur travail. Ainsi, une décision a été prise pour élever la sécurité et la santé au travail au rang de droit fondamental du travail lors de la 110e session de la Conférence internationale du travail
comme stipulé dans les conventions fondamentales numéro 155 et numéro 187, déjà ratifiées par l'État malgache. Des avancées ont été constatées à Madagascar ces 10 dernières années en matière de sécurité et de santé au travail, grâce aux engagements conjoints des employeurs, des travailleurs et de l'État, avec le soutien de l'OIT, Organisation internationale du travail. La mise en place de cette politique nationale de sécurité et de santé au travail, qui a été élaborée le 13 mai dernier à Anous, vise à renforcer ces engagements. Tous les acteurs concernés y ont pris part. Les entreprises ont exprimé leur volonté de s'impliquer pleinement, tout en sollicitant un appui matériel et financier de la part de l'État pour mieux garantir la protection des travailleurs. Et l'École nationale supérieure de la police à Ivat célèbre ses 55 ans d'existence cette année 2025. Ainsi, plusieurs activités seront organisées tout au long de l'année pour marquer cette célébration qui a débuté le 12 mai dernier. Reportage de Fedla Rakutarsu, les Radham. La levée de drapeau le matin a été suivie d'une course à pied regroupant les anciens directeurs de l'école, les policiers en poste au sein de l'établissement, ainsi que les élèves policiers des promotions Mejke Miai le 12 mai 2025 lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la célébration du 55e anniversaire de la création de l'École nationale supérieure de la police ou ENSP d'Ivat. Une remise de médailles de reconnaissance a également été effectuée en l'honneur des employés ayant accompli de longues années de service au sein de l'ONSP IVAT, c'est-à-dire ceux ayant travaillé entre 5 et 25 ans au sein de cette école. Il est à rappeler que depuis sa création, l'École nationale supérieure de la police d'IVAT a formé 25 promotions de commissaires de police et 26 promotions d'officiers de police. L'événement a été honoré par la présence du secrétaire général du ministère de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Ranjambe Lumanimnien, qui a été elle-même une ancienne directrice de l'ENSP. Elle a tenu à remercier et féliciter tout particulièrement les policiers et les formateurs de l'ENSP pour les efforts qu'ils déploient dans l'accomplissement de leur mission, éduquer et former des policiers compétents, engagés et dignes de leurs fonctions. Parlant à présent agriculture, les paysans bénéficiaires de semences fournies par le gouvernement dans la région Alochamangour affirment que la récolte de riz hybride sera bonne. La production estimée varie de 9 à 12 tonnes par hectare selon les constats sur terrain. Ce week-end, le directeur chargé du système de production au sein du secrétariat d'État à l'autosuffisance alimentaire s'est rendu dans la région pour être au fait des résultats de cette culture. Il a souligné que les agriculteurs d'Alochamangour sont motivés pour la poursuite du projet. Reportage. La promotion du riz hybride fait partie de la stratégie nationale pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et transformer le secteur agricole à Madagascar. La région Alochamangour a été l'une des bénéficiaires du soutien de l'État sous l'initiative du président Anjrazul à travers la distribution de semences hybrides et d'intrants agricoles. Quelques mois après cette initiative, les résultats sont positifs selon les évaluations réalisées sur terrain par des responsables au sein du secrétariat d'État à l'autosuffisance alimentaire. Un Boutenar, Tahir, un agriculteur, s'est dit satisfait de l'utilisation des semences hybrides. Le riz que vous voyez a été planté il y a seulement 3 mois et demi. Plusieurs étapes ont été respectées pour obtenir ce résultat dans l'utilisation d'engrais distribués par les autorités. Les engrais que nous avons reçus ont amélioré la production. Les responsables venus sur place ont évalué les rendements en comparant les bénéfices obtenus avec le riz hybride. Il a été constaté que les récoltes sont en nette augmentation. Cela s'explique notamment par l'amélioration des pratiques culturelles comme le bon espacement des cultures et la maîtrise des techniques agricoles. Nous espérons atteindre entre 9 et 12 tonnes à l'hectare selon Tahir, un agriculteur. Les responsables locaux, impressionnés par les résultats, souhaitent sensibiliser davantage d'agriculteurs à l'adoption du riz hybride. Les résultats obtenus incitent les responsables locaux à collaborer avec l'État et à encourager les agriculteurs à utiliser les semences hybrides, selon les explications. La culture du riz hybride est un facteur important pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Outre la région Alochamangour, plusieurs autres régions ont déjà bénéficié de ce programme initié par le président Anjrazul, mis en œuvre par le secrétariat d'État à l'autosuffisance alimentaire. La distribution de semences hybrides et d'engrais s'inscrit dans le cadre des efforts pour moderniser le système de production agricole.
8 jeunes accèdent au quart de finale du concours d'art oratoire qui s'est tenu hier à Anoussi. Ce concours, qui en est à sa 2e édition cette année 2025, vise à encourager les jeunes à approfondir leur connaissance de la langue française, mais aussi à les inciter à exprimer leurs idées en public. Reportage de Felna Koutersoul sur les images d'Anzara Razonarville. De plus en plus de jeunes participent aujourd'hui au concours d'art oratoire en langue française. Alors qu'ils étaient 28 participants l'année dernière, ce nombre a augmenté lors de cette 2e édition du concours d'éloquence en français destiné aux jeunes de 18 à 30 ans qui s'est tenu hier 16 mai à Anoussi. Une formation a été dispensée aux participants avant le concours, lequel est ouvert à tous. Le niveau des candidats de cette 2e édition s'est également révélé en hausse. Selon les explications, les participants ont choisi leur sujet parmi ceux proposés par les organisateurs. Sur les 171 inscrits, 8 ont été retenus pour les quarts de finale qui ont eu lieu hier. Parlant religion, les 5000 exemplaires du Coran traduit en langue malagasy sont arrivés hier. Il a fallu 2 ans pour traduire ce livre sacré en malgache et il est maintenant accessible à tous les Malagasy. Cette initiative aidera les fidèles musulmans malgaches dans leur approfondissement de la foi. Reportage signé Felna Koutersoul. Le Coran, tout comme la Bible pour les chrétiens, est déjà disponible dans de nombreuses langues. Il est désormais traduit en malgache pour permettre aux musulmans malgaches de mieux approfondir leur religion. La traduction a été achevée le 14 février 2020 et la diffusion a commencé hier, permettant à tout le monde d'y accéder. Dans le cadre de l'enseignement de la foi islamique, des concours de connaissances autour du Coran continueront d'être organisés. L'objectif, selon les explications, est d'encourager les Malagasy à lire ce livre sacré. 5000 exemplaires du Coran traduits en langue malagasy sont déjà disponibles dans le pays. Dans la page sportive de ce soir, le tournoi régional pour Analamang dans la discipline athlétisme dans le cadre de l'ASIF a débuté aujourd'hui. Le relais et le cross ont eu lieu autour du lac Anoussi. Parmi les nouvelles disciplines introduites au sein de l'ASIF, cette année figure le trail à la demande des athlètes. Reportage de Radou Ramanadatouf et Anzara Zanarville. Le relais s'est déroulé pour 3 catégories, la catégorie mixte, la catégorie masculine et la catégorie féminine. Il y avait également des courses de cross sur des distances de 2 km, 4 km, 6 km et 10 km autour du lac Anoussi. Ces épreuves ont marqué le début des compétitions d'athlétisme dans le cadre de l'ASIF pour la région Analamang. En plus des courses habituelles, une nouvelle épreuve a été introduite dans l'athlétisme, notamment le trail à la demande des athlètes. 11 ministères ont engagé des athlètes dans les épreuves pour les Jeux ASIF de l'année sportive 2025. Et dans les actualités internationales de ce soir, partant au Vatican, le pape Léon XIV a formellement débuté son pontificat aujourd'hui en dirigeant sa messe d'intronisation sur la place Saint-Pierre à Rome, à laquelle sont venus assister des dizaines de milliers de personnes, dont des dirigeants étrangers. À cette occasion, il a dénoncé les excès du capitalisme. France 24. C'était une homélie dense, des propos profonds, ceux du pape Léon XIV aujourd'hui. Je me trouve en compagnie du frère du frère Joël Palu, conseiller général de l'Institut des frères des écoles chrétiennes. Bonjour frère Joël, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui dans les propos du pape François pendant cette messe d'inauguration ? Un premier thème qui est ressorti certainement, un appel à l'unité. C'était déjà une chose sur laquelle il avait insisté dans sa première prise de parole. Il avait dit, voilà, la paix soit avec vous tous. Cette insistance sur le tous, voilà, ça revient, cette dimension d'appel à l'unité, pas seulement pour les chrétiens entre eux, mais une vocation de l'Église à être un ferment pour construire cette fraternité universelle. Il se situe de ce côté-là dans la lignée du pape François et de Fratelli Tutti. Donc je crois un message spirituel profond, mais au service d'une humanité qui a besoin d'être réconciliée. Léon XIV a déploré, je cite, les blessures causées par la haine, par la violence. Il a plaidé pour construire un monde nouveau où règne la paix. Frère Joël, cette recherche de la paix semble s'imposer comme un axe majeur de ce pontificat qui commence ?
Les circonstances malheureusement s'y prêtent, les conflits, Gaza, les otages israéliens. On est dans un conflit, l'Ukraine, on est dans un monde vraiment bousculé. Et je crois que son appel à la paix date depuis ses premières prises de parole également. Sûrement une insistance là-dessus. Il a même offert, si vous l'avez vu dans les jours derniers, il s'est offert comme médiateur dans les conflits en cours. Bon, peut-être sans illusion, je crois que c'est un homme pragmatique. Voilà, si Vladimir Poutine avait eu besoin d'un médiateur depuis 11 ans, il l'aurait trouvé, je pense. Mais plus les voix s'élèvent, dont celle du pape, pour dire arrêtez ça, et si ça ne s'arrête pas, ça met en œuvre, ça met en valeur le jusqu'au boutisme de certaines politiques qui sont mortifères pour l'humanité. Frère Joël, vous faites partie de l'Institut des frères des écoles chrétiennes, une congrégation de frères laïcs présente dans les 5 continents. On sait que Léon XIV, avant d'être pape, il a été aussi missionnaire pendant plus de 20 ans au Pérou. C'est important d'avoir un nouveau pape qui ait cette dimension missionnaire, qui ait eu ce contact réel avec le terrain, avec les difficultés concrètes des fidèles dans le monde. On retrouve aussi là la filiation un peu du pape François avec une église qui sort aux périphéries. Je crois que la dimension missionnaire de l'église, elle s'incarne là. Et c'est difficile de parler, d'être au service d'une église qui souffre sans être avec cette église qui souffre et dans tous les endroits où elle peut souffrir. Et le pape Léon XIV a bien situé son propre ministère comme « je suis là pour cheminer avec vous, là où vous êtes ». Donc c'est effectivement l'expérience de la vie religieuse, des missionnaires qui sont au plus proche du terrain et qui sont vraiment au service de cette humanité. Pour construire cette fraternité, elle ne se construit pas dans les bureaux du Vatican, le pape en est conscient, et elle se construit effectivement là où les gens souffrent. Merci frère Joël. À l'issue de la messe, le pape Léon XIV a prononcé une bénédiction solennelle. Il a déploré le sort de la population civile à Gaza. Il a déploré la violence en Birmanie et il a plaidé pour une paix juste et durable en Ukraine. Merci. Super Sunday en Europe, les Roumains sont appelés à choisir aujourd'hui entre Georges Simeon et Nico Surdan pour être leur prochain président. Les Polonais participent également au premier tour de leur présidentielle. Rafał Trzaskowski et Karol Nawrocki sont donnés favoris et les Portugais sont convoqués pour les 3e législatives en 3 ans. Le point avec France 24. C'est lui qui est arrivé en tête au premier tour, Georges Simeon, le candidat d'extrême droite. Il a recueilli 41% des voix, le double de son adversaire dans la course à la présidentielle. À 38 ans, le chef du parti nationaliste roumain est un admirateur de Donald Trump qui veut mettre un terme à l'aide militaire en Ukraine. J'ai voté contre les abus et contre la pauvreté. J'ai voté contre ceux qui nous méprisent tous. Mais en même temps, j'ai voté pour que notre avenir soit décidé uniquement par les Roumains et pour eux. J'ai voté pour la Roumanie. Vendredi, le candidat nationaliste était à Paris aux côtés de Marion Maréchal Le Pen pour les dernières heures de sa campagne. Il se dit plutôt méfiant envers l'Union européenne, même s'il ne veut pas la quitter. A l'inverse, son rival Nicu Zordan souhaite maintenir le cap européen. L'actuel maire de Bucarest, de 55 ans, est un fervent soutien de l'Ukraine, pays voisin de la Roumanie. Il a bâti sa notoriété en luttant contre la corruption à Bucarest, une recette qu'il veut désormais appliquer à tout le pays. Il ne devrait pas y avoir 2 Roumanies, une des grandes villes et une des zones rurales et des petites villes. Nous devons créer de la prospérité dans tout le pays. J'ai voté pour le changement qui apporte cette prospérité et non pour le changement qui engendre l'incertitude et décourage l'investissement en Roumanie. Cette élection est scrutée par les Européens, Bruxelles s'inquiétant de voir les rangs des dirigeants d'extrême droite s'étoffer. Elle est décisive pour la place de la Roumanie dans l'Union européenne dont elle est membre depuis 2007. Ce scrutin intervient après plusieurs mois de crise politique en Roumanie, après l'annulation du premier tour de l'élection en novembre. La Cour constitutionnelle soupçonnait notamment une ingérence russe sur TikTok en faveur du candidat d'extrême droite Călin Georgescu, finalement écarté du nouveau scrutin. Johannes Pitch, alias Gigi, a ébloui le public de l'Eurovision et a remporté aujourd'hui pour l'Autriche le
trophée du plus grand télécrochet du monde. Il a recueilli 436 points avec Still Love, dont les paroles décrivent l'expérience d'un amour non partagé devant l'Israélienne Yuval Raphael, 357 points, et l'Estonien Tommy Cash, 356 points. France 24 toujours. C'est par cette incroyable performance vocale que l'Autrichien JJ a convaincu le public et le jury. Seul sur son radeau, le contre-ténor chante une histoire d'amour contrariée et remporte la 69e édition de l'Eurovision. C'est absolument fou, mes rêves sont devenus réalité. C'est hors du commun. Merci beaucoup les gars, merci, merci. Sur scène, les concurrents du plus grand concours de chant au monde brillent rarement par leur sobriété. Des paillettes, des stroboscopes, des lasers et des effets pyrotechniques, mais surtout beaucoup de kitsch. L'idée est d'en mettre plein la vue pour marquer les esprits. Les enjeux sont bien sûr artistiques, mais aussi politiques. Les pays votent suivant leurs affinités. Pour envoyer un message fort, l'État hébreu a choisi une survivante des attaques terroristes du 7 octobre pour le représenter. En raison de la guerre à Gaza, sa participation a été très critiquée. Avec 357 points, Yuval Raphael place Israël à la 2e place grâce au vote des téléspectateurs. À Tel Aviv, les soutiens de la chanteuse sont ravis. C'était tellement excitant et émouvant parce que nous sommes en guerre. Yuval a participé au festival Nova et elle a été dans ce massacre. Et elle a obtenu la 2e place. C'est bon de savoir que le monde apprécie la chanson israélienne. Et surtout, c'est bon de savoir que le monde aime toujours Israël. La France, pourtant donnée favorite avant la finale, arrive 7e avec ce titre de la chanteuse Louane, intitulé « Maman », en hommage à sa mère décédée d'un cancer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous dans la suite des programmes. Vous allez suivre votre film A Working Man. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.